cette partie de table ronde, 1h15. Donc on a choisi 3 expertes des questions du gaspillage alimentaire et des déchets. Donc on a au fond en rouge, donc on a Rose-Hélène Philippot, qui est donc ingénieure biodéchets et économie circulaire à l'ADEME. Vous avez vu ce matin que beaucoup de chiffres qu'on a autour des questions des déchets liés à notre alimentation viennent de l'ADEME. Vous avez vu aussi les ambiguïtés entre les différents chiffres. Donc du coup, voilà, sur les questions notamment de constat, il nous semblait très important d'avoir l'ADEME autour de cette table ronde. Ensuite, j'ai Geneviève Pierre, vous l'avez sûrement peut-être déjà vu, parce que sur les questions de gaspillage alimentaire, on parle souvent de Gaspilag, hein, ce projet de recherche porté par l'Université d'Orléans. Geneviève Pierre est professeure des universités en géographie agricole et rurale. Et elle est chercheuse, et donc elle porte ce programme Gaspilag qui analyse les déterminants dans la prévention du gaspillage alimentaire. Voilà, un projet donc soutenu par le Conseil régional. Et Léa Gauthier, qui s'est présentée ce matin. Donc Léa Gauthier, elle est chargée de mission au sein du réseau VRAC et Réemploi. C'est une association nationale, voilà, et qui promeut, comme son nom l'indique, hein, le VRAC et la consigne. Et c'est grâce à une coalition COP, la COP régionale, que vous avez pu avoir ce poste créé en région pour une ambition forte sur la question du VRAC en région. Voilà, donc 3 expertes de la question pour cette première partie de table ronde qui dure 45 minutes pour réfléchir sur comment on passe des initiatives isolées à une véritable stratégie de réduction des déchets. Ce matin, on a vu quelques chiffres pendant votre quiz, votre questionnaire. Moi, j'en ai retenu quelques-uns. Bon, celui qu'on a dit qui était le plus important à retenir, en tout cas pour moi, c'est qu'il y a 1/3 de ce qui est produit qui n'est finalement pas consommé. Moi j'ai retenu le 30 kg par habitant, par personne d'aliments jetés à la maison, par an, 30 kg, voilà. J'ai vu qu'il y avait 120 grammes en moyenne par repas hors domicile qui est jeté, voilà. Bon, c'est une moyenne, j'ai vu aussi qu'à l'hôpital, on jetait encore plus. Bon, ce qui était rassurant ce matin, c'est qu'on a vu aussi qu'il y avait de très nombreuses lois ou initiatives qui ont été mises en place. On a vu 5 lois qui ont pour effet de réduire ce gaspillage, des objectifs ambitieux. On a vu l'objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire dans les cantines, de moitié d'ici 2030 dans les foyers. On a vu des objectifs du SRADET, du Conseil régional, qui étaient des objectifs ambitieux, à 503 kg par habitant de déchets, qui étaient même encore plus ambitieux que les objectifs nationaux, qui eux-mêmes sont ambitieux à 529. Et pourtant, vous me direz, si je me trompe, voilà, on n'a pas vu beaucoup de diminution de la quantité de déchets. Donc on a des ambitions d'un côté, un constat. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que les déchets des ménages, c'est 10% en 10 ans au niveau national, ça a été augmenté de 10% au niveau national. Et qu'au niveau région centre, il y avait une augmentation de 35 kg par habitant entre 2019 et 2021. Bon, c'est des grands chiffres. Et donc, du coup, Geneviève, vous, en tant que chercheuse, moi, je me pose la question, déjà, sur ces chiffres. Ce matin, on a vu, il y avait des chiffres entre 30 et 60 kg par habitant. Est-ce que vous pourriez être d'accord avec moi si moi, j'affirme que le gaspillage alimentaire n'est pas en baisse? Est-ce que vous seriez d'accord avec moi là-dessus? Est-ce que ça reflète une vraie réalité de terrain, en fait, ces chiffres-là? Merci. Bonjour à tous. Donc alors je ne sais pas si je peux répondre directement à cette question. En tout cas, on n'a pas de signe montrant une baisse du gaspillage alimentaire.
Mais je voulais peut-être revenir de façon plus fondamentale et structurelle sur la construction des chiffres. Et sur les chiffres qui sont donnés, nous sommes très... alors il y a des grandes tendances, et il y a un travail énorme qui a été fait, notamment avec l'ADEME et par l'ADEME autour de ces chiffres-là. Et puis les petits dossiers que vous avez distribués sur les tables ce matin, voilà, il y avait un travail très intéressant de collecte de chiffres qui était vraiment très utile. Mais on est toujours très perplexe et on prend ça avec beaucoup de pincettes, notamment le programme de recherche, parce que on s'est rendu compte, et notamment en menant les enquêtes, qu'il y avait des perceptions, des représentations, il y a des définitions générales du gaspillage alimentaire qu'on a, donc loi Garot, une définition plus récente au niveau européen qui est sur un périmètre différent de la loi Garot, et puis il y a les perceptions et les représentations du gaspillage alimentaire que les gens peuvent avoir, et qui vont, quand on les interroge, avoir un effet sur la façon dont ils vont répondre à cette question sur le gaspillage alimentaire. Donc tout ça pour dire que quand on a un chiffre, quand les gens nous disent quelque chose, on ne sait jamais exactement ce qui a pu être mesuré. Concrètement, un exemple, quand on pose la question aux gens sur le gaspillage alimentaire, qu'est-ce qu'ils entendent eux? Eh bien, par exemple, on a des enquêtes qui ont été menées ou par Anna, ou Cathy, ou Alexandra, qui sont dans le public, que vous avez vu sur la présentation Gaspilag. Il y a notamment une certaine confusion dans la hiérarchie ou la pyramide des déchets, où les gens vont nous dire ben, je réduis les déchets alimentaires parce que je vais mettre des éléments au compost. Et donc il y a cette confusion entre ce qui relève de la prévention du gaspillage alimentaire et ce qui relève de la gestion des déchets alimentaires. Et donc ça, c'est un élément. Par exemple, dans Eurostat, on a vu que les chiffres, ils comptaient par exemple comme un déchet alimentaire ou comme gaspillage alimentaire, tout ce qui était os et voilà, des choses qui chez nous ne sont pas comestibles. Voilà, vous avez un avis là-dessus? C'est un autre problème. On pourrait distinguer les déchets évitables et les déchets inévitables. Alors, une des explications, ça peut être le fait qu'en fait, les gens, ils les mettent dans la même poubelle, en fait, ces déchets. Donc, effectivement, il y en a qui relèvent peut-être pas exactement du gaspillage alimentaire, mais de toute façon, ils vont être mis dans la même poubelle et forcément, si on doit faire des pesées, ça va être mis ensemble. Là où ça pose peut-être plus de questions, et les mots ont un sens, c'est de faire cette distinction entre gaspillage alimentaire et perte. Donc nous, on a compris dans notre programme de recherche, on avait associé perte et gaspillage alimentaire, mais je m'interroge en fait sur ces deux termes de vocabulaire, sachant que quand on interroge les gens sur le gaspillage, il y a toujours ce petit côté moralisateur, un petit peu accusateur, on va dire, et les gens ils sont un petit peu réticents à répondre là-dessus, et donc on était parti souvent sur des périphrases autour d'autres termes, surplus, excédent, les restes, pour éviter d'utiliser le terme gaspillage qui a ce petit côté. Alors, personne ne veut gaspiller. Et voilà. Et si dans la définition 2019 européenne ne retient pas les pertes dans le gaspillage alimentaire. Donc c'est aussi, voilà, c'est aussi une question à se poser, ce qui tend peut-être à reporter un peu plus vers l'aval de la chaîne d'alimentation la responsabilité du gaspillage alimentaire. Donc c'est pas anodin. Oui, on en a parlé aussi sur donc la définition européenne qui ne prend pas en compte les pertes au champ, par exemple. Je crois, Rose-Hélène, la différence, voilà, les pertes au champ ne sont pas prises en compte dans la définition du gaspillage alimentaire au niveau national. Ça marche, le micro, il ne marche pas tous, c'est des questions de pli. Ben, ça va. Ça va. Effectivement, là j'avais des petites diapos, mais je ne sais pas si on peut les mettre. Hein. Ça appuie beaucoup ce que vient de dire Geneviève. C'est par rapport aux chiffres Eurostat, les chiffres Eurostat par rapport aux chiffres ADEME. Peut-être qu'on peut mettre la diapo, c'est le moment. Ouais. Ah oui, c'est la suivante. C'est la troisième, voilà. Je ne sais pas si vous voyez par contre. Enfin, ça appuie vraiment ce que vient de dire directement Geneviève. Hein. Les chiffres Eurostat, en fait, c'est les chiffres de la Commission européenne. Et ce sont les chiffres officiels depuis 2020. Enfin, depuis pas 2020, mais depuis très récemment.
Et jusque-là, c'était les chiffres ADEME qui étaient issus en fait d'une étude donc, de l'ADEME de 2016. Donc en fait, les chiffres sont très différents. Si on regarde la diapo suivante, on va voir les chiffres. Alors là, ça c'est les chiffres officiels Eurostat. Donc 14% pour la production, 20% pour la transformation, 7% pour la distribution et 59% lors de la consommation. Et vous voyez que avant les chiffres ADEME c'était 33%. Et donc là ça a doublé. Donc ça peut paraître bizarre, mais effectivement, comme vient de dire Geneviève, eh bien, les biodéchets sont considérés comme du gaspillage alimentaire. Ce qui peut être surprenant. C'est comme si finalement, le fait de jeter sa peau de banane, c'est du gaspillage alimentaire. Alors, ça, c'est la définition de la Commission européenne, d'Eurostat. Donc, ça peut sembler surprenant. De la même façon qu'au niveau de la perte au champ, eh bien, en France, dans la définition française, c'est considéré comme du gaspillage alimentaire. Au niveau de la Commission européenne, donc d'Eurostat, c'est pas considéré comme du gaspillage alimentaire. On pourra en discuter de cette question de la perte au champ. On a vu il y a peut-être différents types de perte au champ aussi, hein, entre la perte au champ de ce qui aurait pu être vraiment valorisé comme alimentation humaine et qui n'est pas ramassé pour des questions de coûts, etc., ou une perte au champ qui plutôt qui va permettre qui nourrit la terre et qui est là aussi, qui n'est pas vraiment perdue. Il y a peut-être du coup là, voilà, là aujourd'hui il y a l'ADEME qui dit c'est du gaspillage, l'Europe qui dit c'en est pas. Peut-être que ce serait peut-être entre les deux, je sais pas. Geneviève, vous avez un avis sur ces questions de perte au champ, parce qu'on a vu quand même aujourd'hui, on voit aujourd'hui Solal qui travaille à remettre en lien ces pertes au champ. Et on voit les quantités qu'il y a aujourd'hui. C'est pas une quantité, il y en a, c'est une grande quantité quand même de pertes au champ. Je pense qu'il faudrait voir de chiffres globaux. Je ne sais pas si on a des chiffres globaux. On peut avoir des chiffres filière par filière dans les fruits et légumes, par exemple. On peut avoir des chiffres comme ça. Nous avons considéré dans Gaspilag ensemble perte et gaspillage, en mettant tout ça dans le même trait, parce qu'il y a la question qui nous intéressait, c'est des actions à mener, c'est cibler des problèmes et des actions à mener. Et notamment, il y avait toute la problématique des légumes mal calibrés, des légumes moches, ce qu'on appelle les légumes moches, etc., qui peuvent être réutilisés, repris, revalorisés autrement, même s'ils ne sont pas pris dans les filières longues. Ce que vous disiez, c'est que peut-être, enfin, une question que je me suis posée à un moment, est-ce que ça servait vraiment d'avoir des chiffres ? Est-ce que de toute façon, l'objectif c'était pas d'y travailler parce qu'on savait que c'était un problème, peu importe, peut-être qu'on va pas s'attarder à calculer exactement, mais que de toute façon on sait qu'il y a un problème, il y a trop de déchets, trop de gaspillage, et comme vous dites, plutôt se concentrer sur les initiatives qui vont permettre de faire baisser, peut-être plutôt que se battre pendant déjà 10 minutes la table ronde sur les chiffres. C'est ça, hein, peut-être. Exactement. Et du coup, notamment, alors il y a ça, sur cette, peut-être on avance du coup sur les dynamiques. Rosélène, vous voulez juste aussi nous dire, ce que tu as dit aussi Geneviève, sur les gens confondent peut-être un peu réduire ces déchets et revaloriser ces déchets. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que quand on travaille trop, là par exemple en ce moment on travaille beaucoup biodéchets, etc., on va pouvoir les revaloriser, est-ce que ça peut cacher l'arbre qui en fait, il faut d'abord réduire? Effectivement, ça peut être tentant de dire qu'un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est finalement gérer les biodéchets. En fait, c'est du vécu. Hein. Nous, voilà, à l'ADEME, on a ce genre de projet. Donc, évidemment, on recadre parce que c'est pas de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Il faut vraiment faire attention à ça. Je peux montrer ma diapo numéro 1 ? Ouais, diapo numéro 1. Donc là, tout ça, ce sont, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc tout ce qui est dans la bulle, c'est ce qu'on peut qualifier de biodéchets. Donc biodéchets, pour être rapide, il y a déchets verts, donc c'est les déchets de jardin, c'est pas notre propos aujourd'hui. Et puis les déchets alimentaires. Donc les déchets alimentaires, c'est ce qu'on appelle aussi les DCT, déchets de cuisine et de table. Donc il y a les déchets inévitables. Donc les épluchures de bananes, enfin les pots de bananes par exemple, ça c'est un exemple que tout le monde comprend. Les déchets potentiellement évitables, donc par exemple des fans de radis qu'on peut faire de la soupe avec.
je prends des exemples qui sont dans notre assiette, c'est très parlant, mais après, on pourrait prendre des exemples sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, production, transformation, distribution et consommation. Il n'y a pas que la consommation, ça c'est très important. Et puis les déchets évitables. Donc ça, les déchets évitables, ben, c'est les restes de plats, les restes de pain, les plats non consommés, les invendus, etc. Donc ça, c'est du gaspillage alimentaire. Donc idéalement, des biodéchets, on doit retirer cette partie-là. Voilà. Parce que ça, c'est du gaspillage alimentaire. Donc, et dans l'ordre, donc si on va à la diapo suivante, on peut voir la chaîne. On a la prévention et la gestion. Et souvent, dans les projets, ben, il y a beaucoup de projets de gestion des biodéchets parce que avec la loi AGEC, donc, qui oblige le tri à la source des biodéchets pour tous depuis le 1er janvier dernier, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Est-ce qu'on peut alors c'est super, hein, parce que même en Centre-Val-de-Loire, quand même, on a des bons chiffres. Les collectivités s'engagent beaucoup dans le tri à la source des biodéchets pour être tout simplement en règle. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que finalement la partie lutte contre le gaspillage alimentaire, même si nous on le demande, par exemple à l'ADEME, on demande dans les projets que ça soit inclus dans les études, c'est pas assez, voilà, c'est pas assez étoffé, c'est pas assez ambitieux. Les coûts des collectivités, enfin les montants d'argent alloués aux biodéchets sont beaucoup plus importants que les montants d'argent alloués à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc c'est prévention, lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on évite, c'est l'évitement, on limite le risque de gaspillage alimentaire. Ensuite, la valorisation pour la consommation humaine, hein, par exemple, bah, typiquement les conserveries qui vont récupérer les invendus ou les surplus de production des agriculteurs, hein, ça c'est de la valorisation pour la consommation humaine. Et puis, donc ça c'est de la prévention, donc de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et après on passe à la gestion des biodéchets. La valorisation pour la consommation animale faisant partie de la gestion des biodéchets, c'est pas de la lutte contre le gaspillage alimentaire selon la définition française, pas selon la définition Eurostat. Et ensuite on passe au compostage ou la méthanisation. La dernière flèche en noir, bon, c'est pas moi qui ai fait le graphique, mais moi je l'enlèverai parce que depuis le 1er janvier 2024, normalement il n'y a plus rien au bout. Hein. Une fois qu'on. Voilà, idéalement bien sûr. C'est-à-dire qu'on s'arrête à la valorisation et au compostage. Merci. Donc là, on a beaucoup parlé question donc déchets organiques, gaspillage alimentaire. Et du coup, Léa, toi, tu parles plutôt déchets non organiques, donc emballage. Est-ce que toi, j'ai l'impression est-ce qu'il y a une diminution? Est-ce que les chiffres montrent une certaine diminution? On dit souvent, je disais ce matin, que la Covid avait coupé le pied à plein d'initiatives, qu'on a revu arriver énormément d'emballages, notamment à usage unique. Et où est-ce qu'on en est en fait sur cet usage des emballages et de tout ce qui est déchets non organiques? Eh bien, en fait, la filière vrac, elle a été en plein essor, on va dire en 2017, 2018, 2019. Parce que voilà, c'était une vraie prise de conscience, parce qu'il y a des incitations juridiques aussi à aller vers la fin du plastique jetable, fin des emballages jetables. Là-dessus, une petite pandémie est arrivée et du coup on est tous revenus sur des peurs, sur une société hygiéniste, tout à l'heure on en parlait, et sur de l'emballage vraiment à usage unique, tout était emballé dans du plastique pour que ce soit ultra sain et pas contaminé. Du coup, tout ce qui est filière vrac, je pense notamment au commerce vrac, certains en fait ont fermé, il faut le dire. L'année 2022 a été une année très difficile pour notre filière parce que les gens se sont détournés de ces produits sans emballage. Le nombre de commerces vrac fermés s'est vraiment stabilisé, donc on n'a pas eu beaucoup de nouvelles ouvertures, mais on n'a plus eu de fermeture, et ça c'était quelque part quand même positif. Et encore plus depuis la fin d'année 2023 où la consommation dans les commerces vrac revient. Et du coup,
coup, là tu parles de commerce vrac, et le vrac de manière générale dans les supermarchés, dans les autres endroits, comment ça se passe? Est-ce que vous suivez ça aussi, du coup, dans ton asso? Bien sûr. Alors juste, je ne sais pas si c'est très clair pour tout le monde, mais le vrac, c'est un mode de distribution qui est défini dans la loi française, dans le Code de la consommation. Donc ça implique en fait 3 critères. Ce sont des produits qui sont présentés sans emballage, dont le consommateur choisit la quantité, et il se sert dans un contenant qui est réemployable. Donc en fait, concrètement, si certains parmi vous se disent « Oh là là, mais moi j'ai jamais été dans une boutique vrac », si vous allez au marché acheter vos fruits et légumes dans un sachet en tissu, vous achetez vrac. Donc il y a plein d'endroits où on consomme sans le savoir. Ensuite, bien sûr qu'il y a d'autres points de vente, il n'y a pas que des boutiques épiceries spécialisées comme ce matin Terrava que c'est présenté. Évidemment que les grandes surfaces s'y mettent, et tant mieux, parce que ça va concerner tout le monde et que peut-être que les gens vont plus dans des grandes surfaces que dans des épiceries, parce qu'il n'y a pas forcément des épiceries partout non plus. Et évidemment, en fait, tout ça s'inscrit dans un contexte juridique. Il y a des textes de loi qui incitent tous les acteurs à présenter des produits qui sont sans emballage, donc soit en vrac, soit en contenant réemployable. Il y a évidemment un contexte social, sociétal, de personnes qui se posent de plus en plus de questions sur, en fait, aujourd'hui c'est la poubelle jaune qui déborde et c'est pas beaucoup mieux que quand c'était notre poubelle noire. Donc oui, il y a une mouvance et il y a des choses qui se passent, à tout point de vue. Moi j'ai une question, je ne te l'ai pas posée en préparation, tu vas me dire si c'est une colle. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui me disent mais c'est pas vrai parce que le vrac permet de limiter les déchets, parce qu'en fait ils sont reportés, c'est-à-dire que ce soit le consommateur qui jette ses sacs plastiques, c'est le distributeur qui du coup a des très gros emballages avec certains types de plastique et que du coup en fait c'est juste reporté ailleurs. Est-ce que tu as des arguments pour ou contre ça? Oui, en vrai, ça existe, mais c'est rare de faire vraiment du zéro déchet entre le champ et le moment où on a notre produit chez nous, dans nos maisons. Donc en général, il y a un emballage, qui souvent est en effet encore aujourd'hui en sachet plastique ou en sachet craft. Mais plutôt que ce soit des paquets de pâtes de 100 grammes, et ben c'est des sacs de 5-10 kg, même plus parfois. Donc en fait, des emballages, on en évite quand même beaucoup. Et en plus de ça, certaines filières se développent pour faire du 100% sans déchets ou quasiment. Enfin, je pense à certains acteurs où les derniers déchets qui restent, c'est éventuellement des étiquettes sur des contenants. Mais sinon, en fait, il y a des producteurs qui fournissent à des points de vente des produits dans des grandes caisses ou dans des grands contenants en verre, en plastique, en inox, qui récupèrent à la livraison d'après. Et là, c'est des filières qui sont quasiment 100% zéro déchet. Oui, il y a le côté vrac du consommateur, mais il y a aussi toute la filière à réfléchir en vrac. C'est pas seulement le consommateur qui achète vrac, c'est aussi le distributeur, le transformateur, etc. Tous les emballages tout au long de la chaîne, qu'il faut réfléchir. Ce matin-là, il y a quelqu'un qui m'a fait la remarque, parmi toutes les initiatives qu'on avait, il m'a dit c'est marrant, j'ai pas vu les AMAP. Il me disait mais pour moi c'est l'initiative la plus simple, enfin c'est un peu plus logique, sur le zéro déchet, parce qu'on est vraiment du producteur au consommateur, du coup avec une production qui correspond aux besoins des gens, et où on a en général les amapiens viennent avec leur contenant, et aussi il me disait du coup en plus les gens travaillent en agriculture paysanne, donc ils ont une autre réflexion. Et du coup c'est vrai que ce matin, enfin en tout cas cette personne-là me faisait penser que l'idée c'était vraiment à chaque fois de réfléchir tout le système alimentaire dans son entier. Et donc, dans les initiatives de ce matin et de manière générale, nous, notre question, c'est comment on passe de petites initiatives qui travaillent sur un bout de la chaîne alimentaire, peut-être, à comment on massifie tout ça, comment on travaille pour aller plus loin. On a quand même l'impression ce matin qu'il y a quand même plein d'initiatives qui existent. Vous en avez tous sur votre territoire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à atteindre les ambitions qu'on se donne? Alors, vous n'êtes pas devin devine, j'imagine que vous avez peut-être des éléments de réponse. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui pour vous qu'on n'arrive pas à atteindre les ambitions? Et peut-être, puisque juste après, on va avoir une table ronde avec des élus de collectivités territoriales, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a, pour les collectivités, des choses qu'elles pourraient faire pour pouvoir aider et massifier ces initiatives? Geneviève, je commence par vous.
Ouais, grosse question. Oui, grosse question. Alors, dans notre programme de recherche, on est parti sur, et observé dans ce sens-là, la nécessité d'une approche transversale, globale et territoriale. Alors, je vais commencer, je vais décliner chacun des trois mots. Alors, transversal, première chose, déjà, il y a quand même un certain paradoxe que d'observer donc, le caractère systémique, complexe de la gestion, de la question du gaspillage alimentaire, qui, en théorie, doit associer le domaine de l'agriculture, de l'alimentation d'une part, et celui des déchets. Et c'est effectivement des questions, et notamment pour la question des déchets, mais aussi en partie la question alimentaire, ne serait-ce que par les cantines scolaires, c'est à la main, on va dire, d'un certain nombre de collectivités territoriales. Et on a quand même remarqué souvent un manque de continuité entre les actions alimentaires et les actions qui vont jusqu'aux déchets et à la gestion des déchets. Du moins, il y a un maillon un petit peu faiblard, on va dire, entre les deux. Et ça mériterait peut-être d'être davantage consolidé et que dans les actions réfléchissant sur l'alimentation, les changements des pratiques alimentaires et notamment vers une alimentation plus responsable, d'inviter de façon plus générale et plus systématique, on va dire, les services chargés des déchets. Toutes les journées d'orientation qu'on fait sur les PAT, à chaque fois qu'on traite, peu importe la thématique, on finit par il faut faire de la transversalité. Mais c'est incroyable, hein, parce qu'on l'a vu là sur le lien PCAET PAT, là on le voit sur le lien PAT déchets. Enfin, ça semble être une clé quand même à retenir sur cette transversalité. La transversalité, c'est aussi créer localement, on va dire de façon horizontale, des réseaux de compétences, d'expériences, d'entraide aussi, hein, sur les trucs et astuces et ce qu'on peut faire bien. Et on parlait tout à l'heure de la difficulté de la sensibilisation, de l'éducation, que les publics se renouvellent, la difficulté de la formation, etc. Et donc créer ces réseaux permanents d'expériences, de pratiques, etc. Ça peut peut-être éventuellement aider dans cette approche transversale. Je ne sais plus si c'était vous ou Rosalène, vous allez me dire, les réseaux Régal qui existent un peu partout. Régal, ça vous dit quelque chose? Les réseaux régionaux du gaspillage alimentaire, on n'en a pas en région. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait... On n'en a pas en région, donc le Régal, j'ai encore une diapo, je suis Madame Diapo, mais c'est la dernière. Voilà, donc ça c'est important, j'en profite pour passer le message. Donc le Régal, c'est réseau de lutte contre le gaspillage alimentaire. Objectif, mobiliser à l'échelle d'un territoire l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Donc, diffusion de l'information, création de savoirs collectifs, émergence de projets innovants, partage et capitalisation des bonnes pratiques professionnelles. Alors, il y a plusieurs régals en France, souvent ce sont donc des réseaux régionaux, mais il existe aussi des réseaux qui sont sur des territoires plus petits. Alors, on n'a pas de réseau régal en centre-Val de Loire, donc nous à l'ADEME, on met de l'énergie pour qu'il y ait un réseau régal qui se forme, au minimum, plutôt régional, mais bon, après, s'il y a des demandes qui sont sur un territoire plus petit, on les prend. Et voilà, donc ça c'est important. J'en dirai pas plus sur le régal parce qu'en fait, moi je vous invite vivement à participer, si vous êtes intéressé, à participer à un webinaire qui sera le 25 janvier prochain, organisé par l'ADEME, donc le siège de l'ADEME. Donc le 25 janvier prochain, donc le matin, non, l'après-midi, 14h à 15h30. Mais je crois que mes diapos vont être transmis après. Hein. Oui, tout à fait. Et il y a le mail en bas de la personne auprès de qui il faut s'inscrire. Donc le régal, c'est un outil qui est... Alors il n'y a pas eu d'analyse réellement, d'analyse de retour, savoir si c'est vraiment efficace ou pas. Mais suivant, donc là je parle au nom de la personne au national, de l'ADEME au national, c'est efficace, ça booste les projets, ça booste les initiatives, ça permet donc vraiment d'aider à tisser un réseau au niveau du territoire. Donc c'est, voilà, donc nous notre souhait à l'ADEME en tout cas, c'est qu'il y ait un régal qui se forme en région ou sur des territoires plus petits, pourquoi? Avec la question on a par exemple un réseau des PAT, on a les personnes qui portent les PCAET ont aussi des réseaux, etc. Vous, Geneviève Pierre, vous dites toujours que la gaspillage alimentaire, enfin d'après le programme Gaspillage que j'ai compris,
la question du gaspillage alimentaire doit toujours être plutôt réfléchie de manière globale, inclus dans une réflexion d'alimentation durable. Vous vous dites que rentrer que par la question gaspillage alimentaire, c'est pas toujours très efficace, il faut vraiment l'inclure dans une stratégie plus globale. C'est ça que vous essayez de m'expliquer en réunion. Oui, en fait, le gaspillage alimentaire, ça permet en théorie, et c'est souvent pour ça qu'on le fait, d'éviter un certain nombre de coûts. Voilà, de faire des économies avec une alimentation qui serait mieux utilisée. Mais la prévention du gaspillage alimentaire, ça peut occasionner des coûts, dans un premier temps, des coûts supplémentaires. Donc, mettre en place des stratégies. Alors pourquoi? Parce que ça va demander des réorganisations, éventuellement de la logistique, ça va demander peut-être un peu plus de personnel, ça va demander des légumeries, peut-être que ça va demander d'autres outils collectifs. Hein. Tout à l'heure, Rose-Hélène a parlé de transformation de produits, de fruits ou de légumes en soupe, en compote, etc. Donc ça peut demander tout ça. Donc ça veut dire quand même un certain nombre de coûts et d'efforts collectifs. Le faire uniquement pour ensuite, au bout de la chaîne, essayer éventuellement de diminuer quelques coûts alimentaires, ça risque de ne pas être très motivant en fait. Et de fait, la question du gaspillage alimentaire, elle s'inscrit dans une réflexion plus globale sur notre consommation responsable. Et il me semble que si on l'inscrit dans une réflexion plus vaste sur la consommation responsable, non seulement c'est plus motivant, mais ça risque aussi d'être plus, ça devrait être plus pérenne. Donc vous êtes plutôt pour le fait qu'il y ait vraiment des actions stratégiques sur les déchets liées à notre alimentation dans les PAT, puisque dans les PAT, l'objectif c'est de travailler sur la question résilience alimentaire. Pour vous, la question des déchets dans un cadre de PAT, ça devrait être un axe assez stratégique? Alors tout à fait, ça devrait être un axe stratégique et avec la réflexion globale sur une consommation responsable, sur l'alimentation durable, vient pour nous dans le programme Gaspilag l'intérêt de l'approche par le territoire. Parce que si on parle de la nécessité de moyens, et que ça peut coûter cher, hein, c'est un vrai effort par contre, c'est aussi une occasion de développement territorial, c'est-à-dire une façon de développer, d'aider à développer des outils collectifs, les légumeries, ce dont on a parlé, la transformation de produits en soupe, en compote, tout ça, ça peut faire l'objet de projets collectifs. Et le territoire est à même d'associer donc, les dimensions agricoles et alimentaires dont on a parlé, les dimensions sociales et solidaires, avec des outils, notamment des chantiers d'insertion autour de ces questions de légumerie, etc. Les questions éducatives aussi. Et puis une autre approche de l'alimentation, puisqu'il y a des politiques de collectivités locales qui vont favoriser l'installation de maraîchers locaux, et voilà tout ce genre de politique autour d'une réflexion transversale, globale et territoriale sur une alimentation responsable. Donc on revient, c'est comme je vous disais, donc dans les journées de Pâques, on a le mot transversalité, et là ce que vous nous dites, c'est remailler le territoire aussi, on va mailler le territoire de nouvelles structures, de transformation, qui n'existent plus trop sur notre territoire. Le territoire peut être une solution, et la question du gaspillage alimentaire peut être une occasion, de la prévention du gaspillage alimentaire, peut être une occasion de développement local. J'ai deux questions du coup sur cette question de développement local. Peut-être une question déjà à Léa sur, je crois qu'on est la seule région de France à ne pas avoir de station de lavage pour tout ce qui est bouteilles en consigne, etc. Donc par exemple ça, avoir une station de lavage, ça résoudrait sûrement le problème. Donc c'est ce que nous dit, de créer de l'économie locale, etc. Toi Léa, je crois que tu as plein d'autres idées sur ce que pourraient faire les collectivités pour améliorer les questions de vrac et consigne. Oui, alors sur le projet de station de lavage, je vous invite à aller rencontrer Aurélie qui porte le projet Consigne et moi, justement qui vise à structurer la filière de réemploi, notamment dans le Loiret, mais même avec un peu plus d'ambition au niveau de la région. Et il y a des projets qui sont en émergence, qui sont en train d'émerger, mais qui vont nous permettre de vraiment avoir une vraie filière de consigne en région. Après, c'est sûr que moi j'ai 1000 idées, donc j'espère que vous avez toute l'après-midi, donc je présente évidemment sur comment vous pouvez être acteur de ces sujets-là. Je vais dire que d'abord, vous formez. Donc nous, Réseau Vrac et Réemploi, on a un autre réseau qu'on appelle les ambassadeurs publics Vrac et Réemploi. Donc si vous êtes un agent d'une collectivité ou un élu ou une association, ou si vous êtes présent à cette journée, je pense que c'est des thématiques qui vous intéressent. N'hésitez pas à rejoindre ce programme-là,
qui en fait vous permettra de vous former, d'avoir des éléments de langage, d'avoir des outils clés sur notre filière. Je vous ai un peu disé sur le programme, le cadre juridique de notre filière, donc si vous voulez en savoir un peu plus et décrypter tout ça, n'hésitez pas à venir vers moi. Je pose une petite question. Ce matin, l'élu du PETR nous a dit chez nous, on a plein d'usines ici qui créent. Alors, je reprendrai, je sais pas où est Ewen, on a des usines, je crois qu'on a Orangina, enfin, il y a plusieurs usines ici qui, donc, Antarctique, voilà, des usines, voilà, laiterie aussi. Et du coup, ils disaient, mais c'est génial, il faudrait juste que je les sensibilise pour que ces 3 usines-là travaillent sur de la consigne. C'est le genre de choses que vous pouvez faire, leur expliquer, les accompagner sur la filière. Je vois des gens qui sont sceptiques. Oui, en tout cas, bien sûr, c'est des acteurs avec lesquels on travaille déjà pour certains, on aimerait travailler plus pour d'autres. Si jamais nous, au réseau VRAC et Réemploi, parce qu'on est une toute petite structure et pas très nombreuses, on n'a pas les compétences pour accompagner directement sur le terrain, on a les relais. Et on a les contacts des bonnes personnes pour vraiment mettre en œuvre un changement. Évidemment, pour une industrie, ça prend beaucoup de temps. C'est pas du jour au lendemain qu'on va changer des processus. Il y en a un peu en France, des industries qui font ce passage vraiment de la consigne. Oui, il y en a même des très connus. Vous avez peut-être vu dans les rues Heineken qui veut faire de la consigne. Je pense que c'est une marque qui parle à tout le monde. Coca-Cola a fait une super campagne de pub récemment en disant voilà, nous aussi on va passer dessus. Donc c'est des très grosses entreprises, on n'est plus du tout sur du local, mais ça veut dire quand même que c'est possible. Ok. D'autres idées? D'autres idées, ça j'en ai plein. Donc j'ai dit d'abord se former. Ensuite, quand vous êtes acteur d'un territoire, c'est aussi donner de la visibilité aux structures qui sont dans vos territoires. Donc donner de la visibilité, ça veut dire faire un article sur eux dans vos supports de communication, ça veut dire mettre à disposition un local, ça veut dire pourquoi pas mettre des points de collecte pour des bouteilles consignées. Ensuite, il y a aussi, vous avez peut-être aussi un rôle un peu d'exemplarité. J'imagine que dans beaucoup de vos structures, vous avez fait des vœux pour la nouvelle année. Est-ce que vous avez fait appel à des traders zéro déchet, par exemple? Est-ce que vous avez utilisé des bouteilles consignées pour les boissons? C'est des choses hyper concrètes. Vous êtes souvent aussi acteur de la commande publique. Donc le VRAC, le réemploi, peut s'inscrire dans la commande publique. On a parlé un peu des cantines, où il peut y avoir des choses dans les appels d'offres en place. Voilà, dans les appels d'offres, on peut ajouter des clauses sur le réemploi. Je pense à ça notamment. Et puis, vous êtes aussi au contact de citoyens, de citoyennes. Donc il y a aussi des actions de sensibilisation à mener. Quand vous faites des événements, des fêtes de la musique, des événements sportifs, culturels, associatifs, il y a aussi des choses à faire directement auprès des citoyens. Je pense aussi il y a certaines communes qui distribuent des biodéchets, des biosos pour la valorisation des biodéchets aux primo-arrivants. Et bien pourquoi pas distribuer un kit VRAC pour les primo-arrivants qui serait composé de peut-être de quelques bocaux, de quelques sachets. On en a parlé avec certains d'entre vous tout à l'heure, mais il y a plein de choses à faire. Je ne vais pas monopoliser la parole, donc je m'arrête là, mais j'ai plein d'autres idées si jamais, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci, pardon. Du coup, là, je voulais finir avant de vous laisser la parole à la salle, sur les questions de sensibilisation, sensibilisation du grand public. Je vais m'adresser à l'ADEME, parce que souvent, il y a une petite opposition, souvent dans les questions, opposition, des débats en tout cas, sur est-ce qu'il faut sensibiliser les gens, et si on leur dit, on leur répète qu'il faut éteindre la lumière, au bout d'un moment, ça suffira. Ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce que sensibiliser, c'est la clé pour réduire le gaspillage alimentaire et les déchets de l'alimentation? Ou Rosalène, est-ce que pour l'ADEME, il y a d'autres actions à faire que sensibiliser? Enfin voilà, quelle est la place de la sensibilisation dans tout ça? Alors la sensibilisation, oui, c'est très important. En plus, comme a dit Gaspillage ce matin, là, j'ai bien retenu la phrase, c'est le public évolue d'année en année, donc la sensibilisation, elle ne s'arrête jamais. Après, on sensibilise les enfants, mais pas que, parce qu'il y en a encore, j'entends, c'est la future génération, sensibilisons la génération future. Non, c'est maintenant, c'est donc pas que les enfants, mais les adultes aussi. Le grand public, mais aussi les professionnels, comme les agents dans les cantines, etc. Voilà. Et au-delà de la sensibilisation, mais par contre, la sensibilisation, c'est pas suffisant, quoi, parce qu'un projet de sensibilisation, selon moi, ça va pas assez loin. Aujourd'hui, il faut pas faire que de la sensibilisation,
il faut aussi passer on fait en sorte que ça diffuse sur le territoire. Geneviève, là-dessus, sur l'amélioration continue, vous nous disiez justement, et on va finir là-dessus, que du coup, on voyait des fois des forts efforts dans un projet, dans une cantine, ça réduisait sur le moment, mais en fait sur le long terme, pas toujours, quoi. C'est-à-dire qu'il faut continuer à y mettre des efforts et des efforts. On voit pas, enfin, vous disiez, voilà, ça remonte des fois après le projet, quoi, le gaspillage alimentaire. Ce qu'on avait observé, c'est que quand on est un petit peu le nez dans le guidon du gaspillage alimentaire et qu'on se centre uniquement sur cette action, il peut effectivement y avoir à l'instant I, voilà, au temps T, voilà, une grosse mobilisation. Donc on va effectivement observer au bout d'une semaine, 15 jours, parce qu'on va faire une mobilisation pendant une semaine, 15 jours, on aura une baisse du gaspillage alimentaire, mais ce qui compte, c'est ce qui se passe au long cours, et d'avoir un changement des pratiques qui soit pérenne, et c'est ça qui est plus compliqué, et qui donc relève d'une... C'est très difficile. On a l'impression que ne pas gaspiller, pour réduire le gaspillage alimentaire, il suffirait de ne pas gaspiller. En fait, ça pourrait être simple comme ça, mais en réalité, on se rend compte que c'est un vrai effort, un vrai changement de pratique et de non-pratique. Oui. On l'a vu ce matin peut-être par les exemples de Cléa du Pays des Châteaux, etc. Sur tout ce qu'il faut changer. Par exemple, là on est sur la cantine, tout ce qu'il faut changer qui va de l'ambiance de la cantine à la formation, etc. C'est énormément de paramètres pour arriver ensuite à un réel résultat. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a 2-3 questions dans la salle à poser à nos expertes, des questions ou des réactions par rapport à tout ça? Ouais, je vais passer les micros du coup. Il vous reste un micro qui marche au moins là, ouais, pour répondre. Donc j'ai dit que j'étais agriculteur tout à l'heure, donc c'est en tant qu'agriculteur que je prends la parole. Je voudrais rappeler que l'agriculture, notamment l'agriculture biologique, est un flux continu d'énergie. Donc photosynthèse, on crée de la biomasse. Et donc l'alimentation, c'est une partie seulement du captage de flux. Donc définir le gaspillage là-dedans, il faut vraiment que un produit soit retiré du flux et n'y retourne pas. Donc la perte au champ, tant qu'un produit n'est pas sorti du champ, ça ne peut pas être assimilé à une perte, parce que s'il faut passer par la case compostage, qui est une case discutable aussi, c'est plus simple de le laisser dans le champ, quoi, plutôt que de lui faire un long circuit. Il faudrait aussi rappeler que ce flux qui n'existe qu'en agriculture biologique, hein, en agriculture conventionnelle, il y a énormément d'énergie de rapporter dans le circuit, notamment les engrais azotés. Donc il faudrait faire un petit peu la différence aussi entre consommation bio et consommation conventionnelle. Donc pour que ce flux fonctionne bien, il faudrait qu'il y ait... l'idéal, c'est des systèmes en polyculture-élevage. Et donc ce système-là permet de recycler ce qu'on appelle sous-produits. Il y a eu le débat aussi des sous-produits agricoles. On peut aller très très loin, puisque l'INRA dit que les animaux monogastriques sont alimentés à 85% par des sous-produits agricoles. Alors après, il faudrait retravailler la définition du sous-produit agricole, mais la valorisation par la consommation animale, bien sûr que c'est un réel recyclage,